that pedophiles are in power. Yes. They are literally in power. And that is intentional because then they can be controlled while they are in power. And they are also exhibiting signs of a psychopathology that lets them know that they will do harm to the masses and feel nothing because they were themselves, many of them raped when they were children. Yep. It's not a coincidence that Justin Trudeau is gay. Obama, gay. Zelensky, gay. Emmanuel Macron, gay and married to a trans man who molested him when he was a child. And that despite the overwhelming evidence, for me, the litmus test now is like Brigitte Macron. I'm like, if you want to figure out who is a fraud in media, there's no way to read that 6-part series and go through it and come out of it being like, no, totally legit. Like these are just rumors. It's like one picture of yourself in your first 30 years of living, please. Yeah. And they show me her brother. Where's your brother? Wait, where is Jean he? Michel. I'll show you my brother. Yeah. Photo avec Brigitte. Elle est où? Madame Macron, elle est où? 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 Vous avez bien entendu. Il est tout. Et oui, vous avez bien entendu, il est tout. Il est tout, Brigitte. Voilà encore une macronerie de plus. Je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue dans ce live de ce soir où je vais m'intéresser, et oui, à l'affaire Brigitte. Ce sujet honteux, ce sujet tabou dont on n'est pas censé s'occuper, auquel on n'est pas censé réfléchir si on est quelqu'un de sérieux. Mais voilà, il se trouve que les anthropologues, d'une part, ne sont pas des gens qui sont uniquement sérieux, mais que précisément tous les objets sociaux d'une certaine importance les intéressent, et a fortiori lorsqu'on n'est pas censé s'y intéresser. Alors l'émission de ce soir fait suite à 2 autres lives que je vous ai proposés, que vous pouvez retrouver, dont vous pouvez retrouver l'enregistrement sur ma chaîne YouTube. La plus récente, c'était Les psychopathes au pouvoir, décryptage, le 24 juin dernier, où j'ai passé en revue tout un ensemble de profils qu'on est obligé de qualifier de psychopathes, dont Emmanuel Macron, bien sûr. Nous reviendrons sur ce paramètre ce soir, mais également Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros, l'abominable Anthony Fauci, qui a été à la tête de la réponse sanitaire américaine, et puis auparavant, à feu et à sang, la stratégie pour la France d'Emmanuel Macron. Et donc, l'épisode de ce soir s'inscrit en quelque sorte dans une continuité. Alors j'ai appelé ce sujet de l'affaire Brigitte un objet anthropologique non identifié. Pourquoi ? Parce que, sans entrer dans des grandes catégorisations conceptuelles, mais nous nous intéressons en anthropologie à des faits sociaux. Qu'est-ce qu'un fait social ? C'est un élément de réalité qui a une certaine densité dans le champ collectif, qui suscite de l'intérêt et qui va être investi de tout un ensemble de représentations, de discours explicatifs, de systèmes de croyances, de pensées. Et évidemment que l'affaire Brigitte est un objet absolument fascinant. Parce que d'une part, précisément, il est censé être honteux, c'est une très vilaine rumeur transphobe, donc honni soit qui s'y intéresse. Et puis en même temps, vous connaissez la caractéristique de l'impensé, de ce qu'on refuse de prendre en considération, c'est qu'il continue à grouiller, à fourmiller dans l'inconscient collectif. Et puis avec, comme nous le verrons au cours de cette émission, quand même des questions intéressantes qui se posent. Alors je me permets de le préciser d'emblée, je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un juge d'instruction, je ne suis pas un policier, je ne suis pas un enquêteur. Donc au fond, mon propos ne va pas être de m'intéresser à ce qu'il y a dans la culotte de Brigitte, je laisse ça à ceux qui ont accès, mais de m'interroger sur précisément ce que vient faire cet élément de réalité dans le paysage collectif, et avec un certain nombre de similitudes avec des choses que nous connaissons déjà. Où est-il, Brigitte ? Ça peut nous rappeler, par exemple... Ça dépend des femmes et des hommes. Et donc moi, je finirai par là. Je vous remercie de cet engagement parce qu'on est dans une période où on refonde. On est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. J'assume totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie. Pour éviter la paix. Photo avec Brigitte. Elle est où? Madame Macron, elle est où? 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 J'assume totalement, d'avoir
constamment, au nom de la France, parler au président de la Russie pour éviter la paix. Alors c'est effectivement un thème que j'ai déjà mis en lumière dans des précédentes émissions, c'est ces fameux faux lapsus. C'est-à-dire que Emmanuel Macron balance quelque chose qui en réalité correspond à ce qu'il est en train de faire, détruire l'hôpital public. Toutes les personnes qui y travaillent, mais tous les patients aussi, peuvent voir à quel point, hélas, Emmanuel Macron est doué dans ce registre. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Mais il le balance comme ça, sans vergogne, à brûle-pourpoint devant les caméras, de telle sorte que les gens sont censés ne pas entendre ou faire comme s'ils n'avaient pas entendu. Le lapsus sur la Russie est exactement du même ordre. Emmanuel Macron, mais tous les gouvernements occidentaux, font tout pour mettre en échec tous les espoirs de paix, et notamment les possibilités d'une paix négociée qui était sur la table dès le mois d'avril 2022. Et donc c'est réellement ce qu'il fait, mais quand il dit « Je vous assure que j'ai tout fait pour empêcher la paix avec la Russie », on est censé comprendre que c'est un lapsus, qu'en fait ce qu'il voulait dire c'est empêcher la guerre, étant donné que c'est ce qu'il affirme, même s'il fait le contraire. Et donc ce sont en fait des objets cognitifs qui fonctionnent en quelque sorte comme des bombes à fragmentation. C'est-à-dire que votre psychisme ne peut pas, sauf à être très habitué, expérimenté en matière de pensée complexe, faire cas de ce que vous venez d'entendre. Et l'hypothèse sur laquelle je travaille maintenant depuis un certain nombre de mois, qu'on retrouve dans mon dernier livre, La fabrication du désastre, c'est que nous sommes actuellement dans une ingénierie sociale à grande échelle qui précisément travaille dans le cadre de ce que l'on connaît des guerres de 5e génération. Les guerres de 5e génération, dans laquelle nous sommes actuellement, c'est une guerre dans laquelle c'est votre cerveau qui est le champ de bataille. Au lieu d'envahir des pays ou des territoires ou d'envoyer des blindés dans les rues, il y a tout un ensemble de procédés et de stratagèmes de manipulation psychologique et d'ingénierie collective qui visent à conduire les citoyens à entrer dans l'état d'esprit que l'on souhaite d'eux, et notamment le fait d'être totalement passif par rapport aux innombrables abus, maltraitances et même crimes d'État qui sont actuellement perpétrés par les gouvernements contre les populations. Vous avez pu voir qu'au cours de la crise Covid, pour un virus qui n'avait aucune caractéristique épidémiologique particulière, on a suspendu les libertés individuelles, on a porté atteinte à votre intégrité physique, psychique et corporelle, on a suspendu tout un ensemble de libertés individuelles et publiques sans aucune raison valable, mais en obtenant l'adhésion de tout le monde. Et nous sommes donc aujourd'hui dans cette fabrication intense d'un consensus social qui fonctionne sur un certain nombre de claviers. Je mettrai en ligne sur ma chaîne après-demain, donc mercredi, une causerie que je viens d'enregistrer avec mon excellent collègue et ami Philippe Bobola. Vous pouvez déjà la trouver sur le site des Rencontres de Cara, où précisément nous avons exploré très en détail, je crois, la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est celle d'être dans une espèce de Truman Show, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est comme si nous vivions à l'intérieur d'un film et qu'à l'intérieur de ce film, tout un ensemble de personnages et d'actions et d'histoires se déroulent qui sont prévus à l'avance et qui ne sont absolument pas le fruit du hasard. Un des thèmes que j'ai mis en lumière dans le cadre de cette exploration, c'est ce fameux motif caché en pleine lumière. Normalement, quand vous complotez pour arriver à vos fins, eh bien vous vous mettez d'accord avec des complices et puis vous gardez votre intention secrète en veillant à ce que personne ne puisse deviner quelles sont vos intentions. C'est ça le propre du complot. Et comme l'ont souligné un certain nombre d'observateurs, dont Slobodan Despot, le directeur de la rédaction de l'Antipresse, ce que nous vivons actuellement n'est pas un complot puisque tout est dit ouvertement. Mais dans cette particularité que, en même temps que c'est dit, on est censé ne pas le remarquer. Donc par exemple, quand Klaus Schwab dit « il faut imposer aux populations le plan que nous avons choisi pour elles », ce qu'il vient de redire au Forum économique mondial d'été qui vient de se dérouler en Chine, vous voyez, c'est la parole d'un apprenti dictateur qui veut arriver à ses fins, mais tout le monde est censé faire semblant que ça ne pose pas problème, voire en quelque sorte qu'il ne l'a pas prononcé.
Et c'est exactement les motifs que nous voyons à très haute dose depuis quelques années, d'où ces soi-disant lapsus d'Emmanuel Macron. Hein, j'ai tout fait pour empêcher la paix. Je fais tout pour détruire l'hôpital public. Brigitte, où est-il ? Et ça serait totalement naïf de croire que ce sont des erreurs ou des lapsus habituels, exactement comme il serait naïf de croire que le fait qu'il y ait aujourd'hui à la tête du pays le plus puissant au monde quelqu'un qui est dans un état de sénescence prononcé, et on voit qu'il est juste complètement à côté de ses pompes en permanence, eh bien ça n'est pas le fruit du hasard. Je ne dis pas que Joe Biden fait semblant d'être complètement sénile, mais que il y a un intérêt dans la dramaturgie collective à pouvoir mettre à la tête de l'État le plus puissant, commandeur en chef des armées, qui en théorie a la possibilité d'appuyer sur le bouton nucléaire, quelqu'un qui est juste complètement à la masse et qui appelle Zelensky quand il... président Poutine, qui appelle sa vice-présidente mon vice-président Donald Trump, qui a récemment appelé Macron François Mitterrand. Et là encore, tout le monde fait semblant que ça ne pose pas problème. Enfin, là, ça commence quand même à faire quelques vagues, mais vous voyez jusqu'où on peut aller dans ce genre de procédé. Alors, je vais évidemment aborder l'affaire Brigitte Macron sous cet angle. De nouveau, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir ce qu'il en est de sa réalité de genre, mais de voir qu'est-ce que cet objet bizarroïde fait dans le paysage, et puis précisément de faire l'effort de le penser, en restant comme toujours ouvert aux différentes hypothèses. Alors on va plonger dans le détail, encore que je vous référerai surtout aux sources qui ont fait un excellent travail de débroussaillage, de sorte à ce que je ne vous expose pas ici tous les tenants et les aboutissants, mais toujours en gardant à l'esprit qu'au fond il peut y avoir 3 hypothèses, ou plus. La première, parce qu'on verra qu'il y a un nombre invraisemblable d'anomalies dans l'histoire de Brigitte et d'Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de totalement hors du commun et anormal comparé à la manière dont les gens vivent, mais qu'il n'y a pas de malice, c'est juste comme ça qu'ils sont, et ma foi, ça suscite beaucoup d'interrogations, voire des soupçons, mais ils ne sont que ce qu'ils disent qu'ils sont, pourquoi pas ? Deuxième possibilité, c'est au contraire qu'il y ait un énorme secret d'État et une situation profondément perverse et malsaine à la tête de l'État français. Ça, c'est la thèse de Candace Owens, cette journaliste américaine qui s'est emparée du dossier il y a peu. Et c'est évidemment une hypothèse à prendre en considération. Et puis une autre hypothèse serait, je l'ai entendu de la part d'observateurs extrêmement avisés, qu'il s'agit d'une manipulation potentiellement mise en œuvre par l'Élysée et ses services pour faire diversion. Et qu'au fond, à chaque fois qu'il y a des enjeux politiques majeurs, et on sait à quel point là on peut l'écouter et comprendre sa parole au premier degré, Emmanuel Macron est attaché à la destruction de la France. C'est ce pourquoi il a été mandaté, c'est ce qu'il est en train de réaliser. Et bien qu'à chaque fois qu'il est en train de faire passer un certain nombre de couleuvres dans cette direction, eh bien soit on fait partir des rumeurs, soit on agite des choses qui à la fois vont faire en sorte que beaucoup de gens vont investir leur énergie dans le fait d'élucubrer sur ce qu'il y a dans la culotte de Brigitte Macron, plutôt que de résister au rouleau compresseur du totalitarisme et de la destruction de l'Europe qu'Emmanuel Macron est en train de mettre en œuvre. Donc en ce qui me concerne, il ne m'appartient évidemment pas de prendre position sur les hypothèses, on va réfléchir ensemble à ces différentes possibilités, mais il me paraît effectivement important de repartir de cette personnalité de Candace Owens, qui est une jeune journaliste américaine extrêmement douée, qui a été pendant longtemps proche de Donald Trump, qui se trouve être une catholique assumée, alors ça fait un peu bizarre en Europe, mais enfin elle le revendique, et qui vraiment n'a pas froid aux yeux, c'est-à-dire qu'elle ose s'aventurer dans des directions dans lesquelles plus aucun journaliste mainstream en tout cas n'ose s'aventurer. Par exemple, une critique extrêmement virulente d'Israël et de la place que le lobby sioniste occupe dans l'appareil d'État et la sphère des décideurs états-uniens, qui ferait passer pour antisémite avant même d'avoir commencé à y réfléchir en Europe. Et puis, toujours avec cette même liberté de ton. Donc vous voyez, elle vient de poser avec un t-shirt. Vous savez, le magazine Time aux États-Unis choisit chaque année l'homme de l'année, et donc en proposant que l'homme de l'année, cette année-ci, soit Brigitte Macron.
Alors pourquoi s'est-elle intéressée à cette histoire? Eh bien, parce qu'elle a été en contact avec certains journalistes en France qui travaillent très très dur pour donner de la lisibilité à la situation que nous allons aborder. Et puis, elle a fait sienne les conclusions auxquelles arrivent ces journalistes, c'est-à-dire qu'elle affirme que Brigitte Macron est née homme, qu'il a commis un viol sur Emmanuel Macron quand celui-ci était mineur, dans une relation qui, de manière pénale, relève de la pédophilie et de l'abus d'autorité, étant donné que Brigitte était à ce moment-là son professeur, et puis que cela a un impact majeur sur la France pour un ensemble de raisons que nous allons voir. Et donc, elle assume très ouvertement cette position, et d'une manière qui évidemment suscite à la fois un certain intérêt, mais aussi pas mal de résistance. Alors je vais vous passer un assez long extrait d'un entretien qu'elle a accordé récemment à Piers Morgan. Piers Morgan, dans l'univers anglo-saxon, c'est vraiment le vieux de la vieille journaliste qui a traîné ses guêtres dans tous les coups des dernières décennies et qui vraiment, mais comme... on sait que le journalisme est malheureusement une profession extraordinairement prostituée aujourd'hui, eh bien, qui a été un peu de tous les mauvais coups en bouffant au râtelier. Et il y a un échange extrêmement intéressant parce qu'on voit cette vieille école journalistique qui, au fond, sont des piques-assiettes et des chiens de garde du système. Et puis Candace qui, effectivement, n'a pas sa langue dans sa poche, mais qui surtout essaye vraiment de ramener précisément les objections de Pierce dans le registre du bon sens. C'est un extrait qui a été traduit en français, sous-titré, qu'on trouve sur la page X de Faits et Documents, qui est le principal média indépendant qui s'est occupé du débroussaillage de toute cette affaire. Donc sans transition, je vous passe cet extrait. Il dure une dizaine de minutes, mais il est vraiment savoureux, et j'ai envie de dire que chaque miette mérite notre attention. Let me ask you, I would love to I have want to you ask you on. specifically about something you've been promoting that I think is an outrageous conspiracy theory, very offensive, very wrong, and I think you've done it just for clout and clicks. Now, you can respond, but it's this question about the French First Lady, Brigitte Macron, who you keep saying is a man. You produced zero evidence that she is a man. It's been deeply offensive to her husband, President Macron, to all of her family. You keep promoting it to millions of people that follow you. And I simply ask why. She's not a man, Yeah, she's sure. a woman. I'm happy to answer the question. I think Brigitte Macron is a trans woman. And I think the fact But she's that when not. Brigitte Macron... Okay. Where's your evidence that she is? Well, Piers, the thing is I'm not allowed to speak after you ask me a question, so I don't really know what the purpose of this is anymore. You just seem to kind of be saying your own thoughts. So I'm just Where going is to be your silent here and evidence allow you to monologue. Where is your here. evidence that Brigitte Macron is transgender? Well, I did an entire series talking about where this came from. And first and foremost, you're pretending that I'm the one that promulgated this. In fact, it was 3 journalists in France that worked on the story for 3 years. Right. And they teamed up with genealogists. And they came across, and it was absolutely fascinating. I read the entire report, and everybody watching this, rather than listen to Piers Morgan giving you a bunch of adjectives, ridiculous, it's awful, I can't believe that she's saying this. Why don't you go pursue a primary source? Why don't you go I don't need to, find the because actually, articles as that you were know, written there by is the a- French journalists? Because this did not come from me. This came from French journalists. I And know, while but they as were you know, working, Brigitte Macron is let me suing- finish a statement, Piers. Okay. While they were working on this piece, the Macrons sent their secret service to interrupt this. This is not a normal thing that you do when somebody's about to publish a lie. You would just say it's ridiculous, publish it, and we'll dispute it. They sent the secret service to intimidate these journalists. They took their phones, they held them, they wanted to know everyone who was working on the piece. And what they uncovered was absolutely fascinating. What they uncovered was the fact that Brigitte Macron, who alleges that the person that they are saying is her is actually her brother, who's never been seen and who they never produced, that Brigitte Macron lived as a man for 30 years and then transitioned at the age of 30. So he's trying to tell you this is crazy, this is wacky. Why don't you just go pursue a primary source? Well, I Because don't I'm need not the to. primary source. It would be very easy to dispute this. All Brigitte Macron would have to do is produce a single photo
of her in the first 30 years of her life, or to go on a little walk with her brother, who she alleges that she is not. Actually, she refuses to do either. She's suing people, and the one photo that they keep producing is a photo of her daughter to phone that has been photoshopped. Let me get a word in, please. Brigitte Macron, as you know, has a libel trial against Natasha Ray, who made the claims that the French First Lady was born a man called Jean-Michel Trogneux. It's due to take place imminently, and we will get to the bottom of this. And I'll bet you, why don't we have like £100,000 bet that it establishes beyond any doubt to a charity of your choice and mine, $100,000, make it dollars, right now, that it is established beyond any doubt that she was born a woman. Do you accept that bet? I just want to be very clear. If you are asking me after we have just seen these Trump trials that you and I are going to place... Whoa, no. Stop cutting me off after you ask me a question. It's really just... accept the bet? The question was, do you accept the bet? I am answering your question, but I am allowed to answer your question, Piers. After we have just seen these trials with Trump, if you're asking me to wage a bet on the basis of what happens in a trial and in a courtroom, the state versus some journalists, you are out of your mind if you think that would be the wager. So I'll do it to you this way. Piers, you've got a team of journalists. Can you just simply find, she claims that the person that they found is actually her brother. Do you mind just finding me some photos of Brigitte Macron growing up for the first 30 years of her life? Could you find, and we can make it shorter, I'll give you the $100,000. Could you just find her brother, who she claims all the photos that they found of Jean-Michel Trogneux, her brother? She says, that's actually my brother. Okay, great. Could you just find a photo and make it easier? We don't have to wait for a trial to finish. Just find a photo and produce it. You and I can do it live on Twitter. You're going to say, this is the photo that I have found of Brigitte Macron. And I'll say, oh, you $100,000. So even though in February 2023, a French court convicted 2 women of libel for spreading the transphobic rumours because it was untrue, even though she's suing again against the people who originally made these claims, even if all this comes back and says it's complete lies, you just say, well, it's the legal system. So there's actually no way of ever disproving. I don't need a legal. I'm saying we don't need a legal system. There's no way of disproving your lie, is there? Piers. We just need a photo. I just told you how to disprove it. Just a photo. Oh, yeah. I can imagine if they produce one, what you would say. Well, it's a fake. It's a fake. No. It's what conspiracy theories do, Candice. Okay, so Piers, I don't believe for a moment. Do you realize how extraordinary? I don't believe for a moment you think Brigitte Macron is a man. That a first lady of the French state is incapable of simply producing photos of her for the first 30 years of her life, where she allegedly had 3 kids. That's the conspiracy. So you're saying all her children. It's so easy. It's such a dumb thing. It's so easy to debunk. Who had her children? Piers. If she was born a man, who had her kids? Who gave birth to them? Their research from the genealogists and the journalists that worked on this for 3 years is that she actually fathered her children. She fathered her children. Even as you say that, you know it's complete nonsense. No, I actually think it's a complete nonsense to not just present something as simple as a photo of yourself for the first 30 years of your life. So no matter how many times, no matter how many adjectives you use here, it's a very easy thing. Like if I have 3 kids. If you said to me, Candice, I believe you didn't live for the first 30 years, I would just give you 80,000 pictures of me and call you completely insane. I wouldn't sue you because it's ridiculous. Why should Brigitte Macron have to do anything? Because it takes less time to show some photos of yourself than it does to sue journalists in court and to have the Secret Service go after them. Because I do think when they're working, she's not acting like she has nothing to hide. Yeah, but Candice, here's the problem. You see, I think also we know that Emmanuel Macron is also a gay man, according to the person who came out right when he was elected and said that he was sleeping with Macron in all those articles, which lends more plausibility. And beyond the fact whether you think she's a man or not, do you not think the story is weird? Of the age difference, like hitting on a 14-year-old little boy that you go to school. So there's perversion there. It's sick. The French people have been outraged by this. I do think that's weird. Yes, I do. Yes, so there is some weird perversion going on in that relationship. We know Emmanuel Macron had affairs with men. We know that we can't trace Brigitte Macron for the first 30 years of her life. Yeah. It seems pretty simple to just come out and say, like, there's something weird happening in that relationship. Candice, here's the problem. You see, I do think you're a smart person. I do think you're a compelling talker. I understand why you have a big following. And you make a lot of interesting points about all sorts of issues, right? I do genuinely believe that. But when you set your stall, you actually said here, I would stake my entire professional reputation on the fact that Brigitte Macron is in fact a man. You tweeted that in March.
That's the problem. In that second, with that statement, your entire professional reputation goes up in smoke because it's a complete you load have of not bullshit. disproven anything. You have an entire. You're just using adjectives here. All right, Joe Just so you know, Biden's a woman. Show me the proof he's we not. are living in. Show me in the a proof post, Joe Biden's not a woman. Excuse me. Show me the proof Donald Trump isn't there's transgender. Tons of photos of Joe Biden growing up. I think there's Donald tons. Trump was born a woman. Show me the proof. Okay, there are tons of photos of Trump 20 years ago on Oprah. What are you saying? That's why I'm saying it's I'm this saying easy. you don't it's a believe nonsense this. that You've all just you done have, it. You've just done it to run riot with a conspiracy theory. Okay, you can keep saying conspiracy theory. Just know that we're living in this post-mainstream media world, so it's not going to discount my people are not going to stop listening to me. In fact, what's going to happen on the basis of this interview is more people are going to go pursue the primary source and read the report of these three journalists that have been harassed by the state of France. I hope they do. Stop cutting me off. Exactly, because they cannot trust people like you to just keep calling everything conspiracy theories. It doesn't. It's not going to impact my platform whatsoever. In fact, while you were peddling conspiracy theories, whether that be BLM or COVID, I was the person that was telling them the opposite, and those things turned out to be true. So what's actually happened is that I have built up a repertoire, someone that they can trust because they know that I don't just say what the state wants me to say, and that I'm willing to question things. What I have said on my platform multiple times is I'm willing to say that this report has been disputed. It just simply hasn't been yet. All they keep doing is showing a picture of Tafan, Brigitte's daughter, and recolorized in black and white and going, oh, no, this is her as a kid. And as a mother it's 30 yourself. years of living. Just show a photo of yourself. We don't need to be debating it. Just show a photo of yourself. And as a mother yourself, you have no qualms about the hurt that you're causing her kids with this kind of claptrap. I mean, please stop with the sensitivity. You've decided that you want to lead a country, okay? Honesty is demanded. More journalists should be prodding into the story internationally to see what's actually going on here, because at best, you have a perverted story that, in my view, leads way too closely into pedophilia. Just the story of how they got together is weird. You have a allegedly gay man, the person who's had gay affairs with him has spoken out, talked about the drugs that he has done with Macron, and you have these two people who are utterly demented leading the state of France. So I'm not going to sit here and go into, but you're a mommy, don't you care, Candace, about how she's feeling? No, it's perverted. At best, Brigitte Macron is a pervert. Bon, c'est un peu comme dans les séries télévisées, c'est toujours assez distrayant de voir d'autres personnes se disputer, mais au-delà de l'anecdote, on voit vraiment la ligne de force. C'est-à-dire que Candace Owens insiste sur les éléments du dossier que je vais vous présenter maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des incohérences graves par rapport à la normalité, non seulement dans la différence d'âge entre Brigitte et Emmanuel au début de leur relation, mais précisément dans cette anomalie absolue qu'il n'y a aucun document sérieux sur la vie de Brigitte pendant ses 30 premières années. Ce qui est quand même absolument extraordinaire. Une femme qui a eu 3 enfants, qui a été mariée, il n'y a pas une seule photo d'elle avec ses 3 enfants et son mari, par exemple. Et donc, effectivement, Candace ramène toujours la question sur le terrain du bon sens, en disant, mais attendez, si moi, Jean-Dominique Michel, on prétendait que j'avais été une femme jusqu'au moment où j'ai eu des enfants, ça serait simple comme bonjour de démentir l'affaire. Et au fond, Pierce, lui, de son côté, n'a que le recours du catalogage, de l'étiquetage, c'est du complotiste, vous n'y croyez pas vous-même, vous cherchez à faire le buzz, vous ne pouvez pas être sérieuse. Et donc, ce dont il est question, c'est vraiment ce que Hannah Arendt avait mis en lumière, la grande philosophe du totalitarisme. Déjà, avec ce rappel, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Est-ce qu'on peut faire l'effort de chercher à penser aux choses, ou est-ce qu'il y a un interdit qui tombe d'emblée? Et puis surtout, ça c'est la critique qu'il faut adresser au journalisme mainstream aujourd'hui, la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie, et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Et en l'occurrence, ce que nous avons vu, c'est que ce Piers Morgan n'a cessé d'essayer d'éluder les faits, précisément en faisant un procès d'intention ou en revenant sur cet étiquetage. Mais qu'en est-il réellement des faits? Et c'est là où Candace s'appuie sur des éléments de réalité qui sont quand même solides et qui sont ceux qui ont été mis en avant essentiellement par Natasha Ray
et par Xavier Poussard de Faits et Documents dans tout un ensemble de dossiers. Faits et Documents, c'est une très bonne revue qui évidemment est cataloguée d'extrême droite dès lors qu'elle dérange. Aujourd'hui, tout ce qui dérange est catalogué d'extrême droite. Même votre serviteur, paraît-il, est d'extrême droite, ce qui pour un vieil anarchiste fait quand même un peu bizarre. Mais toujours est-il que Xavier Poussard, dans Faits et Documents, a publié 9 épisodes sur comprendre l'affaire Jean-Michel Trogneux, et c'est vraiment du très bon travail journalistique avec tout un ensemble de sources, mais également de procédés de vérification, notamment des analyses par logiciel de reconnaissance faciale pour voir quels étaient les visages les plus ressemblants entre différentes personnes. Il y a également ce dossier extrêmement complet qui s'appelle Précibus 2022, qu'on peut télécharger sur internet, précibus.org, et là vous verrez tout ce travail des généalogistes dont parle Candace Owen. Il y a d'autres ressources comme le blog de Lionel Labosse, et puis certains médias évidemment indépendants qui s'y sont également intéressés. Alors, quel est le fond de l'affaire? Et de nouveau, je ne vais pas vous faire le détail de l'histoire parce que c'est extrêmement confus, c'est extrêmement compliqué. Mais toujours est-il que, dans le cadre de l'hypothèse d'une substitution d'identité, eh bien, on pense effectivement que Brigitte Macron est une transsexuelle, qu'elle n'est pas née femme, qu'il y aurait eu une substitution entre une enfant née Brigitte et son frère Jean-Michel Trogneux, et c'est d'ailleurs un des arguments de Candace Owen qui dit en substance « mais on n'a absolument rien sur la vie de Brigitte pendant 30 ans alors qu'on a énormément de documents sur Jean-Michel Trogneux, son frère, et puis tout d'un coup on n'a plus aucun document sur Jean-Michel Trogneux ou à peu près, et Brigitte, elle, est arrivée à l'existence. » Et évidemment que ça pose toutes sortes de questions autour de la paternité ou de la maternité des enfants qui sont actuellement déclarés comme étant ceux de Brigitte. Et puis, un mariage qui, dans la version officielle, a été le sien, lui ayant permis en tant que femme de donner naissance à ses 3 enfants. Et donc, il y a toutes sortes de questions absolument passionnantes qui se posent, avec des ramifications qui sont effectivement extrêmement compliquées. Alors de nouveau, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais ça c'est la photo qui est incontestée de la famille Trogneux. Vous avez Jean-Michel tout à gauche, qui est donc le frère plus âgé de Brigitte, Brigitte qui est sur les genoux de sa mère. Et puis le problème en fait, c'est simplement qu'il y a une ressemblance absolument étonnante entre le visage de Jean-Michel enfant et le visage de Brigitte adulte, et qui effectivement, quand on utilise des logiciels de reconnaissance faciale, indique que c'est a priori la même personne, avec vraiment des caractéristiques morphologiques tout à fait prégnantes. Alors on a exhumé récemment un Jean-Michel Trogneux, qu'on surnomme le Petit Gros, qui serait ce monsieur au centre de l'image, qui notamment a été vu, je crois, à l'investiture 2022 d'Emmanuel Macron. Mais le problème, c'est que d'après les logiciels de reconnaissance faciale, eh bien, il est beaucoup moins ressemblant aux photos qu'on a de Jean-Michel jeune que ne l'est Brigitte. Et puis on a ce document tout à fait troublant, datant de 1977, si je ne m'abuse, à la télévision française, d'une transsexuelle, probablement une des premières, ou en tout cas à s'afficher publiquement, dont je vous laisse prendre connaissance. Je crois qu'en fait il n'y a pas de transformation, parce que le psychisme est déjà féminin, et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation par nécessité, en ce sens qu'on se sent femme, et on régularise une situation sans plus. Il n'y a pas mutation. Il y a régularisation. Vous êtes devenue complètement femme, donc vous avez été opérée il y a combien de temps? J'aime pas tellement le mot devenir complètement femme. Oui. C'est-à-dire que nous devenons une sorte de femme pouvant copuler, mais ne pouvant pas procréer. Oui. De là des problèmes juridiques d'ailleurs, dont on parlera après. Oui. C'est-à-dire que l'intégration se fait sans problème sur le plan individuel, il n'existe que sur le plan social. Et ce qui est très troublant, c'est quand on fait l'analyse du spectre vocal de cette Véronique, que vous voyez sur la partie gauche de l'écran, eh bien ça correspond tout à fait
à la voix de Brigitte Macron aujourd'hui. Si on prend une comparaison, bon, la voix d'André Berkoff, effectivement, est passablement différente. Ben, on voit qu'on ne retrouve pas du tout le même spectre vocal. Et donc, a priori, ce genre de conclusion est probante. Et effectivement, il y a quelque chose de très, très troublant à entendre cette voix. Ça, c'est la photo officielle du mariage de Brigitte Macron avec André Osière. Et le visage, effectivement, ne ressemble absolument pas à celui de Brigitte Macron aujourd'hui. Et ce André Osière est vraiment un drôle de loustic, donc c'est censé être le père des 3 enfants de Brigitte Macron, mais on ne dispose, hors de la photo de mariage précédente, en tout et pour tout que de 2 photos de toute sa vie. Une où il tond le gazon en Alsace, semble-t-il, à gauche, et puis son faire-part de décès, où on le voit, comme je l'avais déjà souligné, en maillot de bain. Cérémonie le 28 décembre 2019. Et donc c'est un homme qui est censé avoir été tellement discret, tellement effacé, tellement peu soucieux de laisser une trace dans l'existence, que ce sont les 2 seuls documents photographiques dont on dispose, et on conviendra à tout le moins que comme faire-part de décès, cela soulève quand même un certain nombre de questions. Et donc, sur la base de ces différents éléments, mais on pourrait en souligner évidemment beaucoup d'autres, il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été avancées par les auteurs de ces recherches, vous voyez, classées en degrés de probabilité. Le plus certain, c'est que Brigitte et Véronique, la transsexuelle, sont la même personne, et que donc Brigitte est née et a grandi homme. Et puis, voilà, tout un ensemble de déclinaisons. Là encore, le propos n'est pas d'entrer en détail dans ces affaires, mais juste de souligner qu'il y a un ensemble d'anomalies absolument prodigieux. Simplement, qui d'entre nous, ayant eu des enfants, ne dispose d'aucune photo, ni de la grossesse, ni de la naissance, ni de la petite enfance, ni de... Enfin, c'est juste sidérant d'affirmer qu'il peut en être ainsi. Et évidemment que cela pose problème, parce que nous sommes dans une espèce de vide qui ne correspond pas à la normalité, avec une relation qui a commencé dans des circonstances extrêmement particulières. Il faut savoir qu'il y a eu des bataillons de spin doctors, donc des spécialistes d'écriture de contenu, qui ont veillé à véhiculer une histoire fausse, et notamment en trafiquant l'âge de l'un et de l'autre. On a fait croire que Emmanuel Macron avait 17 ans et Brigitte 36. C'est un vieux procédé publicitaire au marketing. 7 et 6, le 7 est plus élevé que le 6, donc ça réduit l'écart d'âge. Mais en fait, Emmanuel avait 14 ans, Brigitte en avait 39. Et puis, on sait qu'il y a dans la personnalité du chef de l'État, ça a été l'objet de précédentes émissions que je lui ai consacrées, quelque chose de hautement problématique, là encore, que beaucoup de gens s'acharnent à faire semblant de ne pas voir, alors même que la presse internationale en parle, et qu'un certain nombre de personnes se sont exprimées, dont le psychiatre italien Segatori. Mais au fond, la question qui se pose, c'est est-ce que ça regarde le public ou est-ce que c'est une affaire privée ? Parce qu'on entend beaucoup ça en réaction, et de nouveau, c'est un sujet tabou dont on n'est pas censé parler, mais au fond, est-ce que ça nous regarde ? Est-ce que ça les regarde eux ? Est-ce que ça relève de la vie privée ? Et évidemment que lorsqu'une personne ou un couple occupe une position publique, assume des responsabilités, eh bien, le périmètre de la vie privée n'est pas tout à fait le même. Alors, désolé, j'ai sauté une étape dans ma présentation, autant pour moi. Vous voyez que, par exemple, Candace Owens est convaincue de la transition de genre de Brigitte au point de mettre dans la balance sa réputation professionnelle. Moi, évidemment, je ne suis pas journaliste, Dieu m'en garde, et donc je n'ai pas de conviction à ce stade, et en toute sincérité, par contre, j'observe que le dossier au sujet de Brigitte Macron contient un certain nombre de forces et un certain nombre de faiblesses. Les forces, c'est qu'il y a un nombre invraisemblable d'invraisemblances. Voilà. Pas de photo d'André Osière de toute sa vie, pas de photo de Brigitte
et d'André, donc du père et de la mère avec leurs enfants, pas de photos de Brigitte avant 30 ans, ou pratiquement pas, je crois 4 photos en tout et pour tout, et dont certaines sont très douteuses. André Osière qui est un espèce de fantôme, et il y a un certain nombre de personnages dans l'histoire familiale qui sont complètement fantomatiques. Il y a beaucoup de contradictions dans les récits. Ça, c'est quelque chose que Candace Owens a également souligné, et notamment avec des confusions de personnes. Par exemple, Brigitte Macron a parfois partagé le fait qu'elle a assisté à la télévision à l'alunissage en 1969, alors qu'elle était seule dans un appartement à New York. Et d'après son état civil, elle aurait été censée être âgée de 16 ans à l'époque. Et Candace souligne, une jeune fille de 16 ans ne peut pas être seule dans un appartement à New York en 1969. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que Jean-Michel Trogneux était à New York en 1969 au mois de juillet. Même chose en Algérie. Lors d'un déplacement présidentiel, Brigitte a fait part de son souhait de se rendre à l'université d'Alger où elle aurait étudié. Seul problème, c'est que c'est Jean-Michel Trogneux qui a étudié à l'université d'Alger alors que Brigitte n'y était pas. Il y a tous ces éléments troublants comme l'empreinte vocale de l'extrait que je viens de vous montrer, des analyses morphologiques qui montrent que la gestuelle, la posture, la manière de se déplacer de Brigitte Macron est plutôt caractéristique de celle des hommes, et puis des opérations de chirurgie esthétique qu'elle a faites avec un des chirurgiens les plus réputés pour féminiser les visages masculins lors de transitions de genre. Et puis, cette défensivité hallucinante. De nouveau, si on venait m'accuser d'être née femme, à Dieu ne plaise, vous voyez, je n'en serais pas furieux, j'enverrais pas les services secrets, je ne ferais pas persécuter ceux qui osent affirmer une chose pareille. J'éclaterais de rire, je fournirais des preuves absolument évidentes, et puis j'irais tranquillement promener mon chien. Et il y a effectivement des représailles en cours, je vous en parlerai plus loin, qui sont tout à fait sidérantes. Et puis une toxicité évidente du couple Macron, et des toxicités pareilles ne sortent pas de nulle part. Donc on a quand même des éléments extrêmement solides dans le dossier. Les faiblesses, elles tiennent au fait que c'est quand même compliqué. Imaginez que, en fait, Brigitte ait été le père des enfants dont elle prétend être la mère, qu'un faux mariage a été arrangé avec quelqu'un qui, si ça se trouve, n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient quand même effectivement un peu compliqué. Les preuves sont par absence. C'est-à-dire, il n'y a pas de manière de prouver que ne pas, mais ça n'est pas comparable au fait d'avoir une preuve positive. Et puis on est dans des hypothèses à ramifications, mais qui sont particulièrement intéressantes parce que, et là encore c'est un volet que je ne vais pas ouvrir, on voit que les services secrets sont très proches, et notamment on ne sait pas si ce André Louis Osière a effectivement existé ou c'est simplement un personnage qui a été créé. Par contre, on sait que dans la famille Osière, il y a un certain nombre de membres des services secrets, et notamment qui ont été officiers de contact en Afrique. Voilà. Alors, j'en reviens à ma question. Est-ce que cela nous concerne? Est-ce que cela est important? Eh bien, oui, à plus d'un titre. Le volet psychopathologique dans lequel nous entrerons dans quelques minutes, mais également parce qu'il se trouve que Brigitte Macron joue un rôle bien plus important sur le plan politique que celui d'être la douce et effacée première dame d'un président qui prendrait toutes les décisions. Et je vous repasse ce petit montage que j'avais déjà fait passer dans une émission précédente. Pas de goût pour la politique, et pourtant... Vous pouvez pas être la femme du président en disant je ne fais pas de politique, c'est pas possible. Ça ne vous a pas échappé, je ne fais pas de politique. Est-ce que vous avez un rôle politique, Brigitte Macron? Bien sûr que non. Elle a un rôle éminemment politique et elle le sait. Je n'ai ni goût ni compétence pour la politique. Le point de vue d'Emmanuel pouvait évoluer, si vous voulez, entre deux rendez-vous. Et on se disait, tiens, Brigitte est passée par là. J'ai entendu que je faisais nommer des ministres. Bien évidemment, non. En 2016, elle a entendu une émission de radio où j'étais pour présenter un livre. Elle prend son livre, elle en fait des notes,
qu'elle fait lire à son mari. 6 mois plus tard, Jean-Michel Blanquer devient le ministre de l'Éducation et c'est elle qui l'a choisi. Bien évidemment non. Vous dites, vous répétez, vous faites écrire que vous ne faites pas de politique, vous n'êtes pas une femme politique. Pas du tout. La première dame participe régulièrement à des dîners politiques, organisés 2 fois par mois par le président. Elle se défend de faire de la politique. Si popularité il y a, tiens au fait que je fasse pas de politique. Pas de goût pour la politique. Et pourtant... Face aux Gilets jaunes, elle se transforme en porte-parole du gouvernement. On ne peut pas changer les vies par un coup de baguette magique. On ne peut pas régler tous les problèmes en un coup de baguette magique. Très beau meeting, vous allez voir. Qu'est-ce que vous en attendez? Formidable, non? D'entrer dans le 21e siècle. La France doit rentrer dans le 21e siècle. Il y a une chose qui est positive dans tout ça, c'est que la colère s'exprime. Je n'oublie pas qu'il y a une colère. Et elle peut être notre chance. Elle se transforme en porte-parole. Il avait en lui la capacité de réformer. Une volonté de changer les choses. Il veut une France forte. Je veux une France forte. Il veut placer la France dans l'échiquier international. Je veux une France dont la voix soit entendue par-delà nos frontières. Il veut placer la France dans l'échiquier international. Une France qui retrouve sa place dans le concert des nations. Il a énormément d'ambition. Une ambition assumée. Il n'a de cesse que la France. Vive la France. Vive la France. Vive la France. La haine de Brigitte Macron, c'est quelque chose d'assez largement partagé, et pas simplement par Jair Bolsonaro, Berlusconi ou Donald Trump. Ça se passe dans l'Élysée avec ce groupe qu'on appelle ou qu'on appelait les Mormons puisqu'il s'est disloqué depuis. C'est sidérant que même dans l'entourage proche du président de la République, on a pu lui en vouloir au point de vouloir l'avoir dégagé en fait. Et voici un certain nombre de témoignages de personnalités proches du couple ou qui se sont intéressées à son histoire. David de Rothschild, cité par Anne Fulda dans Un jeune homme si parfait, elle compte énormément dans sa vie, énormément, c'est une forme de référence psychologique. Alain Minck, qui finalement comprend qu'on a affaire à un grand narcissique psychopathe. Brigitte est essentielle pour comprendre Emmanuel Macron, elle joue un rôle particulièrement important à ses côtés. Philippe Grandjean, cité par Nathalie Chuc et Avad Jamshidi dans Madame la Présidente, Emmanuel Macron s'appuie sur 2 piliers, 2 regards, 2 repères, un pilier affectif, son épouse, et un pilier professionnel, Alexis Kohler. Si ces piliers vacillaient, alors le président serait déstabilisé. L'Obs, septembre 2016, il ne fait rien sans lui demander son avis. Du recrutement d'un collaborateur au choix d'un costume ou d'une coupe de cheveux. Michael Darmon, la politique est un métier dans les coulisses de la machine élyséenne. Écoutez bien, en réalité, le couple fonctionne à front renversé de l'histoire officielle. Ça n'est pas Brigitte qui adoucit Emmanuel, comme le chromo désuet vendu aux médias laisserait l'entendre, mais plutôt la première dame qui apprend au président comment être sans état d'âme dans les moments cruciaux. L'affectif, c'est Emmanuel, la dure, c'est Brigitte. Alors si Emmanuel, c'est l'affectif, le degré de dureté de Brigitte est quand même un peu difficile à même concevoir. Et puis Marlène Schiappa, la phrase que j'ai le plus entendue du président pendant toute la campagne, c'est « Où est Brigitte ? Il la cherchait tout le temps ». Alors tous ces extraits sont tirés de faits et documents, mais vous voyez, à partir de livres qui ont été écrits, de témoignages documentés, donc on voit qu'il y a effectivement une proximité du couple présidentiel, et puis que dès lors que de gros doutes existent sur la nature de la relation et même sur l'identité des protagonistes, cela donne quand même une certaine légitimité au fait simplement de pouvoir poser un certain nombre de questions, et ce d'autant plus que la psychopathologie du président semble contenir un élément traumatique particulier lié au début de la relation qu'il a entretenue avec celle qui se présente actuellement comme son épouse. Et là, je passe la parole au professeur Segatori, psychiatre et psychothérapeute, qui avait fait ce profiling extrêmement parlant, mais très visionnaire. Ça avait surpris beaucoup de gens à l'époque où il avait été diffusé, notamment sur les réseaux sociaux, mais je crois qu'avec quelques années de recul, on peut voir à quel point, malheureusement, il avait raison. Per cui questa valutazione che io ho fatto sul candidato Emmanuel Macron deriva sia dai filmati disponibili, sia dalla biografia ufficiale che lui stesso rivendica. Il giovane Emmanuel Macron, all'età di 15 anni, ha subito un gravissimo abuso sessuale perpetrato dal suo insegnante Brigitte. All'epoca lei aveva 39 anni e lui 15.
Ora, al di là poi delle cronache rosa che hanno voluto incensare questo grande amore con un matrimonio che grottescamente si potrebbe definire riparatore, resta il fatto che lo sviluppo psichico di un bambino, perché tale era a 15 anni Emmanuel Macron, si è fermato, è stato violentemente fermato da una seduzione sia fisica che psicologica. Cos'è accaduto? Freud lo insegna in Totem e Tabù. È stato superato un limite, il limite stesso che il tabù prescrive. Quindi diciamo così, che il primo passaggio è stato questa idea che tutto poteva essere concesso. Naturalmente questo è accaduto negli ambienti bene di Parigi, perché se questo episodio fosse accaduto in un ambiente proletario, quello stesso ambiente che Macron, sia dal punto di vista verbale che non verbale, non tollera, non sopporta, lo disprezza, le cose sarebbero andate diversamente. Il giovane Macron sarebbe finito ai servizi sociali, sostenuto dagli psicologi, e Brigitte sarebbe finita in carcere. Questa è la realtà del fatto. Si sono trovati di fronte a un problema di tipo pedofilico. Detto ciò, superato il limite prescrittivo del tabù, cosa è accaduto? È accaduto che quell'idea di onnipotenza che ogni bambino ha è stata ulteriormente incentivata, fino a determinare un vero e proprio scavalcamento della realtà e una difficoltà a un esame concreto di realtà. Quindi, superato il limite, si instaura, diciamo così, nel Macron una idea di onnipotenza che, anche dato le sue notevoli capacità, sia intellettuali che culturali, lo porta a un altro estremo limite. In sé patologicamente normale, sembra un paradosso, ma patologicamente normale, cioè il narcisismo. Macron da giovane sviluppa un'ambizione sfrenata, una necessità, una dipendenza di ammirazione degli altri per coprire un interiore, un inconscio senso di inferiorità. Quindi ci troviamo di fronte a tre paradigmi che determinano una certa struttura di personalità. Quindi l'idea che non ci siano limiti, una onnipotenza già prevista nel bambino ma maggiormente sviluppata nell'adulto, e un senso interiore di narcisismo che non è sbagliato definire addirittura maligno. Ora, questi tre paradigmi strutturano cosa? Strutturano quello che viene definita una psicopatia, perché ci troviamo di fronte a un individuo, Emmanuel Macron, che come organizzazione psichica è perfettamente definibile come psicopatico. Lo psicopatico non è un insulto. Una grande psicoanalista americana, Nancy McWilliams, dice testualmente che la personalità psicopatica raggiunge i più alti livelli della gestione americana. Quindi lo psicopatico può anche essere un deviante, ma in realtà, se organizzato bene dal punto di vista culturale, intellettuale, eccetera, può raggiungere i massimi vertici della finanza, della politica, cosa che in questo caso sta avvenendo. La personalità psicopatica è caratterizzata da tantissimi items, diciamo così, punti di riferimento. Per esempio, un fascino superficiale, la capacità di attrazione, poi facilmente anche messa in discussione nel momento della contraddizione. Vediamo le crisi isteriche di Macron nel momento in cui come posso dire, l'ammirazione che ha di fronte viene meno e quindi mette in difficoltà il suo falso sé, la sua scadente identità. È caratterizzato per esempio da una grande teatralità, peraltro coincidente con l'insegnamento che lui ha avuto dalla sua, diciamo, seduttrice, che era anche una insegnante di tecnica teatrale, quindi anche in questo coincide. Lo psicopatico in sé è inaffidabile, però con il fascino superficiale
riesce a superare, anche a trarre in inganno l'interlocutore. Non ha rimorso. Quindi qual è il problema? La domanda, se un giudice dovesse chiedermi, come in ogni perizia psichiatrica, cosa ne penso sulla pericolosità di queste persone, a dire che non ci sono dubbi. Emmanuel Macron, come tutti gli psicopatici, sono altamente pericolosi. Un intenditore, una persona, un intellettuale che si è occupato anche di questo diciamo così, disturbo ben integrato, è anche considerato notevolmente considerato nella nostra società, ha detto testualmente: i serial killer rovinano le famiglie, mentre gli psicopatici ai vertici dell'economia e della politica rovinano intere società. Perché è pericoloso Macron? Macron è pericoloso perché, come tutti gli psicopatici, ha una grandissima idea di sé. Macron non ama la Francia e non lotta per il popolo francese. Macron ama se stesso enormemente, ama enormemente se stesso, et lui combatte per mantenere la sua fragile identità. Voilà, vous voyez comme c'est intéressant. Alors malheureusement, le portrait dressé par le professeur Segatori est criant de vérité par rapport à tout ce qu'on peut voir, hein, cette espèce de folie destructrice dans laquelle est engagé le chef de l'État français. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec ce tabou sur penser l'affaire Brigitte, quel qu'en soit le fond de l'histoire, c'est aussi cette réalité de la psychopathologie qui est maintenue dans l'impensé. Et les personnes qui me suivent connaissaient ma conviction qu'au fond, la crise que nous vivons est une énième répétition de la manière dont les sociétés humaines sont particulièrement vulnérables au profil psychologique psychopathique. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens, comme l'a souligné le professeur Segatori, qui n'ont aucun scrupule, aucune culpabilité, aucune éthique, aucun égard, aucun respect pour quoi que ce soit, et donc qui ont un avantage compétitif énorme pour se hisser à des positions de pouvoir. Et une fois qu'ils y sont et qu'ils commencent à déployer leur malfaisance, eh bien malheureusement la masse est incapable de reconnaître, de comprendre ce à quoi elle a affaire, et donc reste dans cet état de sidération sans parvenir à penser la dangerosité extrême d'individus de cette nature. Et on connaît effectivement, on a nombre d'exemples que j'ai déjà cités dans d'autres émissions, cette réalité de la fragmentation interne de la personnalité d'Emmanuel Macron. Je vous repasse un court extrait où vraiment on peut toucher du doigt cette folie furieuse qu'il habite, mais comme chez les psychopathes, dans des habits qui sont tout à fait susceptibles de donner le change, en tout cas auprès de personnes qui n'ont pas encore suffisamment de compréhension ou de conscience de ces réalités. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Alors il faut également se souvenir que Emmanuel Macron a été choisi. Il a été choisi. Et on se souvient des confidences de François Fillon à Philippe de Villiers. On se souvient aussi comment la candidature de François Fillon à l'élection présidentielle, la première remportée par Macron, a été torpillée par le parquet national financier, qui a diligenté une procédure hors de tout cadre et de tout délai légal, et la présidente a témoigné avoir été mise sous pression pour torpiller la candidature de François Fillon. Et François Fillon a confié à Philippe de Villiers que c'était une décision du Bilderberg
donc du groupe de ceux qui détiennent réellement le pouvoir, et Fillon avait eu cette autre parole à Philippe de Villiers qui l'interrogeait sur « mais que vas-tu faire dans ce groupe Bilderberg ?» Et Fillon avait répondu « que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent ». Et donc c'est ce groupe qui a choisi de faire passer le couple Macron. Et donc l'hypothèse de Candace Owens à ce sujet est la suivante. Elle pense que le couple Macron a été créé et propulsé à la tête de la France pour être en mesure de le manipuler sans restriction, en menaçant de dévoiler l'identité de Jean-Michel Brigitte. On pouvait le contrôler. Alors évidemment que si Brigitte et Jean-Michel, c'est une hypothèse, je n'en suis pas certain, à ce moment-là, effectivement, on comprend l'effet de levier que ça donne. Et on se souvient que Trump s'était vanté du fait d'avoir un dossier secret sur la vie sexuelle d'Emmanuel Macron. Il en avait été question lors de la perquisition des documents qu'il avait conservés et qui étaient stockés dans son antre de Floride de Mar-a-Lago. Et interviewé à ce sujet par un journaliste, Macron avait plaisanté en disant « Oui, j'ai vu dans les journaux, si vous avez davantage d'infos, j'en serais ravi, j'essaye d'être moins parano ces temps-ci et plutôt cool. » Enfin, on voit que ça pose effectivement un énorme problème de sécurité nationale, si tant est qu'il y a un moyen de chantage avec cette question-là. Et puis ce qui est effectivement tout à fait fascinant dans cette histoire, et je me permets de revenir là-dessus une fois de plus, c'est que ça serait tellement simple de mettre un terme définitivement à cette rumeur, si on est une, ça serait simple comme bonjour. Et donc, ce qu'il faut quand même prendre en considération, c'est que le couple présidentiel fait tout pour entretenir de la confusion et de l'ambiguïté autour de cette réalité. En fait, ils nourrissent la confusion en précisément jetant tout un ensemble d'éléments confusionnels. Alors j'ai parlé notamment des témoignages de Brigitte sur sa présence à Alger et New York. Ben non, c'était Jean-Michel qui était à ces moments-là. Il y a eu une période plus d'une année, si je me souviens bien, où elle a porté un foulard qui aurait fait suite à son opération de la pomme d'Adam. Et puis, on a effectivement ce recours à un spécialiste de la chirurgie esthétique, le docteur Buy, qui est un spécialiste mondial de la féminisation des visages et des transsexuels, à qui elle a fait accorder la Légion d'honneur. Donc vous voyez, si vous voulez lever tout doute, déjà vous produisez des documents qui règlent l'affaire une bonne fois pour toutes, mais vous n'allez pas dans cette direction. Et donc, l'hypothèse qu'il faut également prendre en considération, c'est qu'alors qu'ils se défendent, bien sûr, Emmanuel Macron dit « Rien ne m'a fait plus souffrir que les soupçons et les rumeurs au sujet du sexe de ma femme », que Brigitte vient dire « C'est terrible », que Tiphaine vient dire « Oh, c'est abominable pour une fille ». Mais en même temps, ils font tout ce qu'il faut pour entretenir la confusion. On est bien d'accord. On pourrait également montrer des images de ces tenues hyper moulantes où on voit à la hauteur du sexe d'un homme chez Brigitte un moulage qui laisse peu d'ambiguïté. Qu'est-ce que ça vient faire là? Si elle est une femme, ça veut dire quoi? Qu'elle se met un saucisson dans la petite culotte? Enfin, il y a vraiment quelque chose qui, au contraire, donne l'impression de nourrir la dramaturgie. Et puis, à l'intérieur, de nouveau, de cette mise en scène sociétale, de cette ingénierie sociale qui travaille par renversement. Par exemple, vous savez qu'il y a une procédure engagée contre Natacha Ray et Amandine Roy récemment, mais qui précisément ne porte absolument pas sur la question du genre de Madame Macron. En fait, l'objet de la plainte était l'affirmation, selon les prévenus, que des extraits d'état civil auraient été falsifiés. Et c'est sur cet élément, et cet élément uniquement, qu'elles sont attaquées. Mais évidemment, dans une configuration qu'on connaît très bien en justice, c'est-à-dire que si tant est qu'elle soit condamnée pour ce chef-là, ce qui, selon toute probabilité, va arriver, que va faire la presse? Elle va s'empresser de dire qu'elles ont été condamnées pour diffamation sur le sexe.
de Brigitte Macron, alors que ça n'est absolument pas l'objet de la cause qui est jugée, et qu'à l'inverse, les conseils, les avocats de Brigitte et Macron et de Jean-Michel Trogneux se sont soigneusement abstenus de porter plainte sur ce chef-là, qui serait quand même le plus normal, le plus légitime et le plus évident. Alors on l'a dit, il y a un mensonge avéré sur la rencontre entre Macron et Brigitte. Il y a toutes sortes d'équipes de spécialistes, et notamment la très très douteuse Mimi Marchand, donc personnage avec un passé sulfureux, trafic de cannabis, une vie très imperlope dans les cercles de la nuit, presse people, etc., qui a été en charge de réécrire toute l'histoire Brigitte. Et tous les biographes qui se sont intéressés à sa vie ou qui ont essayé de s'y intéresser, soit pour la réalisation de films documentaires, soit pour l'écriture de biographies, disent s'être heurtés à un système d'une crispation extrême où tout était surveillé en permanence. Les témoins, comme des soi-disant amis d'enfance de Brigitte Macron, étaient triés sur le volet. La durée de la conversation était limitée, les sujets qu'il était possible d'aborder ou non étaient prédéfinis à l'avance dans une espèce de parano. Et je salue au passage, évidemment, tous les membres des services de renseignement qui sont en train d'écouter diligemment cette émission et de noter chaque chose que je dis, en vous demandant au passage, est-ce qu'au moment où vous êtes engagé pour le service de l'État, vous ne rêviez pas de mission peut-être un peu plus honorable et un peu plus sérieuse que celle de voir protéger un couple qui a l'air quand même d'être un petit peu douteux, mais cela vous regarde, cela ne me regarde pas. Je précise à tout hasard que j'habite au premier étage d'un lotissement en campagne, donc a priori, si je tombe de mon balcon, le pire que je risque, c'est quelques courbatures, voire de me fouler la cheville ou le poignet, mais guère plus. Alors, il faut savoir aussi que il y a dans la dramaturgie du couple présidentiel, et notamment ce qu'il met en scène à travers un ensemble de choix, effectivement des référentiels extrêmement intéressants à des formes de satanisme. Alors je sais, le mot fait tout de suite « oulala, dans quelle direction va-t-il » Mais Xavier Roffer, qui est un très éminent criminologue, disait quelque chose de très intéressant au sujet de l'affaire Epstein. Vous savez, ce pédophile abominable qui travaillait pour les services secrets israéliens et américains en faisant chanter des personnes puissantes du monde entier après les avoir filmés violant des mineurs. Eh bien, Xavier Roffer disait qu'il y a vraiment une attirance dans ce monde-là pour l'imaginaire sataniste. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont des rituels satanistes au sens occulte ou ésotérique du terme. Souvent, c'est plus folklorique qu'autre chose. Mais je pense que ça correspond assez sur le plan imaginaire à ce que disait le psychiatre Segatori. C'est au fond cette jouissance de s'affranchir des conventions. Et la pédophilie, malheureusement, fait partie de ça. Et on sait que dans certaines classes dirigeantes, notamment françaises, il y avait cette idée qu'en se livrant à des ébats interdits, eh bien, on cultivait le fruit défendu. Évidemment, ce sont des rationalisations abominables par rapport à des crimes, mais malgré tout, c'est quelque chose de prégnant dans l'imaginaire collectif. Et effectivement, on trouve ça du côté du président. Alors déjà, avec une certaine symbolique des nombres, c'est quelque chose qui avait quand même soulevé un certain intérêt à l'époque, quand il a débloqué 666 millions d'euros d'aide à la presse au début de la crise Covid sans la moindre contrepartie. 666 millions, on peut se dire oui, c'est un hasard, machin truc, mais c'est quand même le chiffre du diable dans l'Apocalypse. On sait que dans un tableau qui a été posé récemment dans un bureau de l'Élysée, on trouve en dessous de Marianne un signe qui rappelle le symbole de Baphomet. Et puis il y a aujourd'hui dans toute l'élite mondialisée une fascination pour l'imaginaire sataniste. Par exemple, la fameuse artiste Marina Abramovic a été engagée par le président ukrainien Zelensky comme ambassadrice pour reconstruire les écoles. Et elle-même est une performeuse, enfin je ne sais pas très bien comment il faut appeler ça, mais qui fait recours à un imaginaire tout à fait sataniste et gore. Et vous voyez comme c'est intéressant, parce que alors même que la France est en train de couler sous un endettement sans précédent, eh bien Emmanuel Macron inonde de milliards d'euros l'Ukraine,
qui est un des pays les plus corrompus au monde, spécialisé dans le trafic d'enfants, le trafic d'organes, le trafic d'êtres humains, le trafic d'armes, le trafic de drogue. Et puis on a cet artiste, vous voyez, très huppé, voilà, tout à fait ragoûtant, eh bien, qui est mandaté pour revitaliser le système scolaire ukrainien. La voilà, la Marina Abramovich, avec Lord Jacob Rothschild, qui vient de casser sa pipe, tout arrive, un grand amateur des arts, devant un tableau, je ne l'invente pas, de Sir Thomas Lawrence, intitulé « Satan en train de mobiliser ses légions ». On a le dernier portrait du prince Charles, très bon goût, en se souvenant au passage que le prince Charles était un grand ami d'un des pires pédophiles de l'histoire anglaise récente, Jimmy Savile, un présentateur de télévision un peu rock'n'roll, et dont il s'avère qu'il a violé des centaines d'enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, et d'une manière particulièrement ignoble, il faisait des donations à des orphelinats et à des hôpitaux, et il se rendait la nuit pour aller violer des enfants. Les équipes soignantes, évidemment, constataient les dégâts, mais personne ne l'inquiétait, car il était un ami proche de la famille royale et quelqu'un extrêmement en vue. Alors je dirais pas qu'il se passe des choses comparables à l'Élysée, mais on voit malgré tout ce goût pour un imaginaire extrêmement décadent, extrêmement dépravé, extrêmement débridé. Cette obsession de notre société de sexualiser les enfants, de les exposer à des drag queens, et lorsque des parents, à juste titre, disent « mais est-ce que c'est une bonne chose ?» Eh bien, ils se font contrôler par la police. Christian Dubuis-Santini ironise, l'élégance française, son exception culturelle ont toujours fasciné le monde. Alors ça n'est pas nouveau, Pierre Berger, qui était une des égéries du socialisme, était lui-même un être très 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 peu recommandable, mais on voit qu'il y a vraiment cette inscription dans ce courant, porté aussi par les philanthro-capitalistes, c'est-à-dire les crapules mondialisés qui se font passer pour des philanthropes, George Soros notamment, qui est un des grands soutien du mouvement LGBTQI, de l'immigration de masse, de la destruction des États-nations. BlackRock est en train de faire un travail absolument d'enfer pour soumettre les entreprises. Vous savez que c'est le plus grand fonds d'investissement au monde. Et il y a actuellement une politique de la part de BlackRock qui est d'exiger des firmes qu'elles s'ouvrent soi-disant à la diversité et qu'elles fassent des campagnes de pub en engageant des influenceurs LGBTQI. Et puis tout ça soutenu par le World Economic Forum, par l'Organisation mondiale de la santé, qui promeut des programmes soi-disant d'éducation sexuelle, mais qui sont en fait d'une toxicité extrême et qui visent en quelque sorte à légaliser la pédophilie en prétendant que les enfants peuvent être des partenaires sexuels des adultes et que s'ils consentent à une relation avec un adulte, ce serait un abus de droit de le leur interdire. C'est littéralement ce que contiennent ces différents programmes. Et en sachant que Bill Gates, grand philanthrope en chef, lui aussi soutient et investit des millions et des millions dans ces programmes. Alors, voilà un petit peu où l'analyse que je vous propose est susceptible de me conduire. Et puis, avec de nouveau cette question, on est d'accord que cette affaire Brigitte, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Mais non seulement par les soupçons qui existent et les doutes légitimes qu'on peut avoir quant à la nature de la relation, quant à l'identité de madame, mais également de la dynamique tellement perverse du couple présidentiel, mais également de cet interdit sur la pensée qui est posé par la bien-pensance, et notamment par tous les médias corrompus. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors déjà, il ne faut pas dire ça à un anthropologue, parce que lui, il va forcément aller regarder, mais il faut vraiment en revenir au cœur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et si on part du principe que dans la dramaturgie collective en cours, les choses ne tombent pas de nulle part, qu'est-ce que ça vient nous dire et qu'est-ce que cela vient produire ? Et au fond, je pense que c'est justement dans l'impensabilité
que se trouve la clé. Dans le survol que je fais maintenant depuis plusieurs années de ce qui est en cours, j'observe qu'il y a précisément des sujets, des motifs, voire des événements qui sont utilisés un peu comme des bombes à fragmentation. Par exemple, et ça m'avait vraiment énormément frappé, cette fameuse épisode du Lancet Gate. Vous en souvient-il? C'est intervenu très tôt dans l'histoire du Covid, au mois de mai 2020. Donc il y a une nouvelle épidémie dont on nous fait croire qu'elle est absolument épouvantable. Très vite, il y a une réaction de la part de microbiologistes qui connaissent bien les coronavirus et l'épidémiologie infectieuse et qui disent ça tombe bien, on a des remèdes de référence dont on a pu montrer qu'ils marchaient sur les précédents coronavirus, qui couplés à de l'azithromycine devraient faire l'affaire, et donc le traitement proposé par différentes personnalités, bien sûr le professeur Raoult à Marseille, puis Perron à Garches en France, mais également Zelenko aux États-Unis. Et puis, effectivement, très vite, on démontre que cela permet de faire chuter la charge virale en 5 jours. C'est quand même l'essentiel pour éviter le passage à des formes aggravées. Et puis, on a cette saga invraisemblable avec le Lancet Gate, qui est donc une étude qui est une pure escroquerie, qui est publiée dans la plus prestigieuse, soi-disant, revue scientifique au monde, qui présente plus de 90 000 dossiers étudiés à travers le monde et qui conclut au fait que l'hydroxychloroquine est extrêmement toxique, alors que c'est un remède qui est utilisé depuis des décennies, et donc il faut absolument interdire ce remède et arrêter toutes les expérimentations en cours. Et moi-même qui ai vécu cet événement en direct, j'ai été d'une naïveté confondante, mais j'avais pas la bonne grille de lecture en me disant c'est bon, ça démontre qu'on cherche à torpiller un remède qui marche. Et vous voyez sur France Info, qui est une grande chaîne de désinformation, même Julien Pain, qui est un des plus idiots de tous les journalistes, mais il est non seulement idiot, en plus il travaille dans une direction très particulière, vous voyez, c'est même permis de titrer le Lancet Gate ou le naufrage de la science business. Donc normalement c'était bon. Il y avait une opération qui était une pure escroquerie qui avait été montée pour torpiller un remède, en l'occurrence efficace, pour préserver le business vaccinal qui était la seule porte de sortie, on nous l'annonçait déjà à cette époque, et donc je me suis dit, c'est bon, ça va lever tous les obstacles. Et en fait, ça n'a absolument pas levé tous les obstacles, mais ça a été pire que ça. C'est-à-dire qu'alors même que tout le monde a reconnu que c'était une escroquerie de la pire espèce, vraiment crapuleuse au possible, on a fait, tout en l'ayant dénoncé et en ayant rétracté l'article, on a fait comme s'il ne s'était rien passé et comme si les conclusions de l'article frauduleux étaient vraies. Et notamment en France, où Olivier Véran a suspendu toutes les prescriptions d'hydroxychloroquine à l'échelle nationale, interdit aux médecins de le prescrire et suspendu les études qui avaient cours. Et là, vous voyez, on est dans ce nouveau monde, dans des bombes à fragmentation de la guerre de 5e génération, parce que ça devient impensable. Soit l'étude était juste, et ça légitimait d'interdire l'hydroxychloroquine, d'arrêter les études, de dire que Raoult était un charlatan, soit l'étude était une escroquerie, comme cela a été révélé, et à ce moment-là, plus aucune de ces conclusions ne tenait. On est d'accord. Or là, nous avons vu que l'étude a été reconnue comme une escroquerie, mais que toute la suite a été conforme à ce que ça aurait été si l'étude avait été vraie. Et quand vous plongez les gens dans des paradoxes aussi monstrueux, aussi phénoménaux, aussi massifs, eh bien, il y a effectivement quelque chose qui s'éteint de la pensée. Et donc, je pense que, autour du questionnement sur la nature du couple Macron, autour des soupçons légitimes qui existent quant à l'identité de Brigitte Macron et du rôle qu'elle joue dans l'histoire,
On a quand même lu ses témoignages. On a vu ses contradictions permanentes où elle dit non, moi je n'interviens pas du tout dans le débat politique. Ce que dit Candace Owens, c'est que c'est elle qui préside la France en réalité. Donc qui est-elle ? D'où sort-elle ? Quelle est son influence réelle ? Quelles sont ses intentions réelles ? Si elle a réussi à faire d'un jeune homme de 14 ans un psychopathe complètement dissocié, quelle est la dynamique psychique qui l'anime, elle ? Et puis, est-ce une occurrence spontanée ? Ou bien, sachant que c'est Bilderberg et ceux qui décident des destinées de nos pays qui les ont placés dans cette position, est-ce à rattacher avec d'autres opérations, notamment de manipulation psychologique comme MK Ultra, que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, mais on sait qu'on peut très bien, précisément, avoir un impact massif sur le psychisme d'une personne. Juste en passant, il est très probable que la personne qui a tiré sur Donald Trump il y a avant-hier présente toutes les caractéristiques 20 ans, tireur d'élite, vie très compliquée. On sait aujourd'hui qu'en 6 mois de conditionnement par les services spécialisés, on arrive à transformer une personne ayant bien sûr des prédispositions en tueur. Puis après, il suffit de le faire abattre pour qu'il n'y ait plus de traces. On dit c'est un tireur isolé. On est quand même dans des eaux qui sont extrêmement problématiques. Donc oui, je revendique à tout le moins le droit qu'on en parle, le droit qu'on cherche à y penser. Mais de nouveau, en ce qui me concerne, vous savez que je ne suis pas dans la religion, je ne suis pas dans la partisanerie, donc je serais totalement incapable de vous dire ce qu'il en est. Il est tout à fait possible que ça soit quelque chose qui soit piloté, téléguidé et mis en œuvre par des officines d'ingénierie sociale depuis l'Élysée. Pourquoi ? Précisément pour générer un tabou et une impensabilité. Après tout, s'il est interdit de se questionner sur le fait que le président français a vécu un viol pédophile, selon toute vraisemblance, ce serait à la justice de l'établir, enfin d'après les éléments biographiques dont nous disposons, qui a été susceptible de fracasser son psychisme et de le transformer en destructeur monstrueux de la France, comme c'est son cas aujourd'hui, si cela est impensable, on voit effectivement que les limites de ce qu'on est autorisé à penser reculent de plus en plus, et au fond, toute l'ingénierie sociale, avec les différents procédés que le décryptage que je vous propose suggère depuis quelques années, travaille à fracasser la logique, le bon sens, dont parlait Candace Owens, mais également à nous accoutumer à l'horreur. À nous accoutumer à l'horreur. Regardez ce qui se passe à Gaza. Qui en parle aujourd'hui ? On sait par les dernières révélations d'Haaretz que oui, le gouvernement israélien savait 15 jours avant le plan d'attaque précis des forces palestiniennes qui ont agressé Israël. On sait aujourd'hui que la doctrine Hannibal a été appliquée, c'est-à-dire que l'armée israélienne a tiré dans le tas et a choisi de tuer les Israéliens qui étaient susceptibles d'être pris en otage. Et puis depuis, on a 7 mois de massacres ininterrompus, abjects, abominables, contrevenant à tout le droit international et bien sûr aux critères fondamentaux de respect des populations civiles. Et dans quoi ? Dans une accoutumance de la population. Et on voit que tout ce travail fait depuis 4 ans et bien plus vise à nous priver des capacités de penser, nous accoutumer à l'horreur. Oui, les enfants peuvent être violés. Oui, les drag queens peuvent aller démarcher des enfants dans des garderies. Oui, on peut massacrer des populations civiles. Oui, on peut jeter des gens dans la misère. Oui, on peut désigner à la vindicte populaire les gens qui ne se soumettent pas à des aberrations. Oui, 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 dans un monde de plus en plus fou. Et donc, il faut que nous récupérions l'exigence de pouvoir parler de tout dès lors qu'on le fait, avec respect, avec précaution et surtout avec des éléments solides à disposition. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous appréciez les contenus que je propose sur cette chaîne, n'hésitez pas à me soutenir de diverses manières, soit par un abonnement à partir de 1 € par mois, une donation du montant de votre choix, ou simplement en relayant ces contenus, en les faisant circuler, et puis à partir d'eux, en engageant des discussions de la pensée en action. Je crois que c'est vraiment le seul antidote
à la barbarie dans laquelle nous sommes entraînés, c'est de cultiver encore et encore les ressources de l'intelligibilité, du droit de penser, des valeurs fondamentales et du fait d'oser nommer les choses lorsqu'on y a accès. J'aimerais rendre, pour terminer, un hommage à toutes les personnes qui ont fait l'effort de produire du contenu de qualité. Je pense évidemment à Xavier Poussard, à Natacha Ray, qui malheureusement est dans un état de santé très péjoré, à Amandine Roy, mais également à toutes les personnes qui, à travers ce site Pressibus, voilà, ont apporté leur contribution à l'édifice pour précisément que les choses ne restent pas dans le non-dit et dans l'impensé, ainsi qu'à nombre de vaillants résistants à qui j'adresse une pensée toute particulière et qui se reconnaîtront. À bientôt. Merci.